Bonjour, vous êtes interviewé pour le lancement d'une chaîne qui s'appelle la Graal Sud TV, soyez les bienvenus. Donc on accueille les auteurs et illustratrices des Apprentis Sorciers, donc Laetitia Combe, connue aussi sous le nom de Niden Lafay, qui est donc plasticienne, illustratrice, historienne dans le domaine de l'histoire de l'art et l'archéologie. Pierre Petitfrère, qui fait du théâtre depuis plus de 20 ans maintenant, qui a suivi le cours Florent, qui nous a fait une belle animation avec plus de 50 joueurs à Cannes, on vous mettra le lien vers la vidéo, et qui est un des auteurs des Apprentis. Et Nicolas Houdin, qui est l'organisateur d'un festival dans l'arrière-pays niçois, qui s'appelle Clan sort le grand jeu, qui est ludiste depuis de nombreuses années. Est-ce que je vous ai bien présenté? Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter à votre CV? C'était C'était parfait. On n'avait jamais été aussi bien présenté. Ok, très bien. Est-ce qu'on joue à des jeux de société en famille chez vous? Quand vous étiez enfant, est-ce qu'on vous a sensibilisé aux activités ludiques? Carrément. On a tous subi le Monopoly quand on était enfant. Ah ouais. D'autres jeux? À part le grand, le classique Oh là là, Monopoly. dans les classiques, Labyrinthe, enfin toute la gamme de Ravensburger, hein, je crois qu'on y est tous passés. Cluedo aussi. Cluedo, ouais, puisque Qu'est-ce qu'on a joué à l'époque, il n'y avait pas autant de choix qu'on a maintenant, hein, quand même. Hein. Ouais, et puis c'était l'accessibilité. Ouais. C'est des jeux que tu trouves en grande surface et c'était les jeux les plus développés qu'il y avait. Quoi. Mais ça tournait, ouais, toujours. Tu voulais un jeu de stratégie, c'était Risk. Tu voulais un jeu genre enquête, c'était Cluedo. Et si tu voulais un jeu encore plus nul, c'était le Monopoly. Pour les connaisseurs, il y avait les Mystères de Pékin. Ouais. Ça, c'était un jeu de société qui était excellent. Vous pourriez citer un jeu de rôle qui a marqué votre expérience en tant que rôliste? Deadland. Premier jeu de rôle que j'ai découvert. Deadland, pas avec les règles Savage World, hein, c'était pas encore l'époque, hein, c'était Deadland avant. Premier jeu de rôle découvert, celui qui m'a fait jouer, enfin qui nous a fait jouer, hein, on était 12 dans un meublé de 9 mètres carrés, l'ambiance. On est en plus la moitié qui étaient des ados, de moins de 15 ans, c'est ça? Bah, je vais faire un effort, je ne vais pas utiliser le même pour le coup. Je dirais Innominé Satanis. Je dirais la même chose, Ouais. INS, parce que c'est un des premiers jeux que j'ai maîtrisé. Mais sinon, même s'il est lourd dans le système de règles, je dirais quand même Donjons et Dragons, quoi. C'est mon premier JDR, c'est D&D, donc le premier, c'est toujours celui qui reste le plus, quoi. Ok, horreur, second degré et le bon classique. Quelle est l'originalité qu'on trouve dans le JDR qu'on ne trouverait pas dans les autres formats ludiques? S'il y avait quelque chose qui ressort dans le jeu de rôle qu'on n'a pas forcément dans les autres formats, ce serait quoi? L'infini. Tu peux développer? Qu'est-ce que vous devez faire pour gagner dans un jeu de rôle? Avoir de l'imagination. Et le JDR a cette particularité-là qu'on ne trouve nulle part, finalement. C'est de pouvoir combiner le conte, le théâtre, l'aventure. Il y a L'adaptabilité. Qui est possible aussi, ce qui n'est pas possible dans les jeux, dans les autres styles de jeu. C'est que s'il y a quelque chose qui ne te plaît pas ou s'il y a quelque chose qui n'est pas expliqué, du coup tu peux changer et faire un peu à ta sauce. Et en plus de ça, tu peux vraiment faire comme tu veux, ça dépend avec qui tu joues, ça dépend de plein de contextes. Et ça, c'est un truc que tu peux faire que dans le jeu de rôle, quasiment tous. Et c'est un truc que tu peux pas faire aux échecs, au Monopoly ou au colon de Catane ou qu'importe, il y a ce truc-là. Il y a aussi, je pense que c'est le seul vrai, mais ça c'est personnel, c'est le seul vrai jeu coopératif qui existe en fait, le style de jeu coopératif. Les apprentis sorciers arrivent. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur l'univers de ce jeu? Alors c'est un univers médiéval fantastique, c'est-à-dire on va le mettre dans un univers plus à une époque du Moyen-Âge, on va dire, donc on verra pas de pistolet, on verra pas de vaisseau spatial, ce genre de choses.
faites-le. Et fantastique, donc avec de la magie, des créatures imaginaires, des créatures fantastiques, des dieux, des démons, tout ce genre de choses. Donc voilà, ça c'est le style d'univers que c'est. Après l'univers en lui-même, il faudrait déjà se pencher sur les apprentis sorciers. Qu'est-ce qu'un apprenti sorcier? Qu'est-ce qu'un apprenti sorcier dans cet univers? Vous avez déjà vu, tous vu, je pense, l'apprenti sorcier dans Fantasia de Walt Disney, où Mickey, au lieu de nettoyer sa maison comme son maître lui a demandé de la façon la plus humble possible, c'est-à-dire avec ses bras et ses jambes, il décide d'utiliser la magie en se disant qu'il va y arriver, sauf qu'il n'y arrive pas, il se foire. Enfin, il arrive à utiliser la magie, mais il ne la maîtrise absolument pas. Et du coup, tout part à la dérive. L'esprit de ce jeu est dans cet esprit-là. On voulait vraiment mettre entre les gens un pouvoir absolu, mais qui ne soit pas facilement maîtrisable. Alors pourquoi j'ai parlé de ça avant de parler de l'univers? Parce que tout l'univers est basé justement sur ce concept-là. Imaginez un univers où on peut faire appel à une magie qui, contrairement à d'autres jeux de rôle, où on doit apprendre un sort et on pourra faire que ce sort, là on apprend la magie, on peut faire ce qu'on veut. Imaginez qu'est-ce qui aurait pu se passer. Nous on a imaginé que forcément au bout d'un moment il se serait passé des choses un petit peu chaotiques. À tel point que le monde a explosé. Ah oui, il a explosé littéralement, il y a des morceaux de la Terre qui dérivent dans l'espace. Et dans ce chaos, on est toujours vivant. Apparemment, il y a toujours de l'oxygène, il y a toujours de la gravité, les oiseaux volent même d'une île à l'autre, donc bon, apparemment ça s'est plus ou moins maintenu pour qu'on puisse vivre. Donc le monde est devenu un peu absurde, on peut le dire. Mais tout espoir n'est pas perdu. Les apprentis sorciers et leurs maîtres, l'archimage ainsi que tous les magiciens du monde essayent de réparer leurs erreurs et se retroussent les manches pour essayer de réparer tout ça. Ça prendra du temps et ça demandera des efforts et de la patience et de la sagesse parce qu'il ne faut pas non plus empirer les choses. Donc voilà. L'univers, c'est ça. Nous sommes dans un univers un peu absurde, aux lois qui sont totalement imprévisibles. Et notre but en tant que jeune apprenti sorcier, c'est d'arriver à reconstruire cet univers, à reconstruire l'avenir finalement. Un peu comme si on avait subi déjà le réchauffement climatique et que maintenant il fallait se retrousser les manches. Donc on est là pour réparer le monde. Oui, en fait. on est là. En partie, ouais. En fait, on a vraiment travaillé sur une espèce de mocage de l'ordre Jedi, parce que les apprentis sont là, bien entendu, pour réparer le monde, mais aussi pour éviter les conflits entre les espèces, pour pas que ça pour pas que ça recommence. Ils sont envoyés en tant que diplomates, etc. Comment ça s'est passé pour toi, Laetitia? Parce qu'on va voir, si on s'intéresse aux apprentis sorciers, qu'il y a des espèces qui sont assez originales, qui ne sont pas celles qu'on voit habituellement. Et donc, moi, je ne vois pas cet univers, je connais un petit peu le jeu, bien sûr, je ne vois pas cet univers sans ce graphisme que tu y as apporté. Et en même temps, il n'y avait pas tellement de références, vu qu'on ne t'a pas dit, fais-nous des elfes, fais-nous quelques nains, quelques trolls, et puis c'est réglé. Comment ça s'est passé, ce processus, pour donner corps à ce qu'ils avaient dans la tête, ces deux-là? J'ai eu énormément de liberté en fait, de travail. Tout ce que je leur ai proposé à chaque fois a été hyper bien accueilli. Donc ça a été l'opportunité pour moi d'illustrer un jeu de rôle dans la totale liberté et d'y mettre mon propre univers. Donc il y a des espèces qui
qui auraient pu être dans un de mes fanzines et puis qui ont atterri dans les apprentis sorciers. Voilà. C'est le cas des drogards, par exemple. Les drogards qui sont des êtres morts et qui ont transcendé cette mort et reviennent à la vie. Et du coup, dans le graphisme de cette espèce, voilà, j'avais une totale liberté. L'Oculus, c'est pareil. Il me dit un œil qui flotte. Voilà. En fait, rien n'était compliqué. Tout ce que je leur ai proposé à chaque fois a été super bien accueilli. Donc, moi, je rajouterais un truc par rapport à ça. C'est là où moi, j'avais en tête un univers assez absurde et cartoonesque. Là où Nico, il voyait quelque chose de aussi, il voulait rajouter le côté critique, le côté tout ça, satirique. Elle nous a apporté le conte, avec son graphisme, l'onirisme et le conte. Exactement, je suis exactement d'accord avec ce qu'il dit. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots du système, de la mécanique de jeu? Comment ça se passe? Comment on joue? Comment ça fonctionne? Alors, on utilise un dé à 10 faces. Alors, normalement, on dit dé 10, mais nous, on dit dé 9. Parce que ça va de 0 à 9. C'est-à-dire, le 0, normalement, c'est 10 dans d'autres jeux. Là, on part du principe que c'est un 0. Tout simplement, on annonce au maître du jeu quelle action on veut faire, quel sort on veut lancer. Et le maître du jeu va fixer un seuil de difficulté, 2, 4, 6, 8, 10, 12, et pourquoi pas encore plus haut si ça lui chante. Tout simplement, on doit lancer le dé et atteindre le score. Ça, c'est aussi simple que ça. Après, on a rajouté quelques petites subtilités, comme par exemple, si jamais on dit une formule magique, avant de lancer le dé, une formule magique qu'on invente nous-mêmes. Allez, je donne toujours cet exemple, l'exemple de Gandalf, par la flamme d'Odo, vous ne passerez pas, par exemple. On peut rajouter un petit bonus de plus 1, de plus 2, plus 3 s'il y a une belle rime, pourquoi pas. Ajouter à ça, on a aussi d'autres petites subtilités au niveau des talents, au niveau des atouts qui peuvent nous rajouter des bonus circonstanciels. Et on lance le dé, si on réussit, tant mieux, si on ne réussit pas, tant pis. Mais il y a aussi une autre subtilité, c'est le fameux 0. Le 0, si on tombe sur 0, on déclenche le cataclysme. Et dans le cas du cataclysme, là, c'est le maître du jeu qui peut s'amuser. Mais en même temps, on a envie aussi d'utiliser cette magie. Et on a aussi envie de créer des catastrophes, finalement, quand on joue à ce jeu. Parce que c'est gérer ces catastrophes qui fait que le jeu est très burlesque, très drôle, totalement absurde, et ça mène à des situations... En quoi ce jeu est fait pour les enfants d'une part, et pour les néophytes d'autre part? L'idée, c'est qu'on voulait vraiment déjà un système simple pour que ce soit accessible au plus grand nombre. À partir du moment où on utilise la magie, et qu'on peut faire ce qu'on veut, on peut faire travailler l'imagination. Et c'est ce que demandent le plus les enfants. Eux, ils vont voir un loup qui leur fonce dessus, ils vont invoquer de la glace pour lui donner à manger et essayer de le dresser. Et oui, c'est sûr que ce jeu est adapté en tout cas pour les enfants à ce niveau-là. Pareil pour les néophytes, à partir du moment où on a un système simple, c'est ça que demandent les gens qui sont nouveaux dans le jeu de rôle. Parce que quand on arrive, qu'on nous explique un jeu de rôle, alors oui, il nous faut des caractéristiques de force, de constitution, d'endurance, de charisme. Là, on n'est pas obligé de créer un personnage. On explique ce que j'ai expliqué tout à l'heure et on commence. On est des apprentis sorciers, on est des humains, on n'explique même pas l'univers, on est dans une école de magie, on démarre. On lance les dés et on peut découvrir le jeu au fur et à mesure qu'on joue. C'est en ça que je pense que ça peut être un jeu qui est adapté pour les enfants et pour les néophytes. De ça, en plus de ça, je rajouterais qu'on a fait toute une partie, on a beaucoup réfléchi à cette partie-là. Sur la première partie, l'explication c'est quoi un jeu de rôle. Et pour que ça soit le plus ludique et le plus intéressant possible et que ça ne soit pas
long et fatigant à chercher comment ça marche. Du coup, on a pris la décision de le faire sous forme de questions et de réponses. Donc du coup, comment on fait une action? Oui, mais si jamais je suis attaqué, comment ça se passe? Et du coup, je pense, j'espère que c'est beaucoup plus simple, et pour ceux qui ne connaissent pas du tout le jeu de rôle, beaucoup plus accessible du coup. Par contre, il y a un moment qui m'a scotché, ça a été en fait de voir un enfant qui prenait du coup le système clé en main, outil en main, et maîtrisait des adultes. Et ça a été génial. En quoi ce jeu est fait pour les joueurs expérimentés? L'inverse, justement. Comment est-ce qu'on fait pour construire? Est-ce que c'est un jeu qui est fait pour les joueurs expérimentés? Il y a des combos. Ils ont fait énormément de bêta-tests en tournoi, en convention, dans des cadres privés, dans des cadres publics avec l'Université de Nice aussi. Et pendant 5 ans, il y en a eu énormément. Et donc la question, est-ce que c'est construit pour les aguerris? Il n'y a que les aguerris qui pouvaient y répondre. Et la réponse est oui. En fait, moi, je me suis posé la question, et quand je l'ai fait jouer en tournoi, en plus, c'était à une époque où les règles étaient encore en construction, enfin, elles n'étaient pas en tout cas finies telles qu'elles sont là, en tout cas la base des règles. Et je l'avais fait tester, et je me suis demandé comment ils allaient réagir, et en fait, les experts sont friands de règles simples, compliquées et tout, les combos, tout ça. À un moment, sans rentrer dans les détails, les règles étaient un poil plus compliquées qu'elles ne le sont. Et ce sont eux qui m'ont conseillé comment les simplifier encore plus. Pour résumer, il y a une partie de règles que tout le monde peut prendre en main et qui est très simple, et il y a les règles avancées, et dans ces règles avancées, il y a tout le matériel pour que des gens qui aiment des combinaisons, parce que tout à l'heure je dis ça en rigolant, mais il y en a pour le coup, pour le metagaming, pour s'ils veulent mettre des casses, par exemple pour jouer en plateau aussi, tout ça est possible. Après, il faut le prendre en main. Alors c'est quoi l'avenir pour les apprentis sorciers? C'est quoi les projets? 1 million d'exemplaires. Un film avec Disney. Le projet, c'est de le traduire en italien, en anglais, en klingon, et de commencer la première distribution intersidérale d'un jeu de rôle en fait, qui n'a jamais été fait. Et interdimensionnel. Ça, c'est la 3e. Déjà, pour l'instant, on va laisser en profiter. Après, comme les gens pourront le voir, sur la première page, j'ai marqué tome 1. On pensait en faire 3 tomes parce qu'on a dû le scinder, parce qu'on n'a pas pu tout expliquer, bien entendu, sinon ça allait faire un livre de 8000 pages. On n'aime pas trop les livres de 8000 pages. Mais ouais, on pense à faire 3 livres et à développer surtout au-delà de l'Archimonde, sûrement ça s'appellera le second, et développer plein d'autres choses. Voilà. Mais Plein pour de choses qu'on voulait mettre dans l'univers, mais on s'est dit, pas trop, faisons déjà ce produit-là, il faut que ça sorte au bout d'un moment, sinon on aurait pris peut-être 10 ans de plus, et au bout d'un moment on a besoin de matérialiser un petit peu un projet. Ouais, et personne n'a envie d'acheter un dictionnaire, je crois. Oui. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres projets ludiques pour l'avenir? Trop. Oui. Alors est-ce que pour le lancement de cette chaîne, vous nous feriez le plaisir de nous dire quelques mots de plus du prochain projet sur lequel vous bossez activement? Oui, Pierre, il va peut-être en parler, je pense. Et en plus avec la même équipe, parce que du coup on continue à bosser tous les 3. Mais lequel Celui sur lequel vous bossez là tout de suite. Sur lequel on travaille tout de suite, c'est pas vraiment une exclusivité, j'en ai parlé dans un autre interview, mais c'est un jeu on fera comme qui si est c'était basé pas grave. sur les Gremlins. Sur les Gremlins. Donc on joue en fait vraiment des Gremlins à notre époque, et qui sont considérés comme des rats en fait, de la vermine, et eux doivent se planquer, voler, essayer de construire un clan. Il y a d'ailleurs tout un système de création de clans. Je tiens à préciser, avant d'aller plus loin, nous ne sommes pas les Gremlins comme dans les films, nous sommes à des Gremlins à cette taille. 10 Donc cm. l'idée avant tout c'était de se mettre dans la peau d'un personnage de 10 cm. On l'avait déjà dans les apprentis sorciers avec les lutins, mais là on avait envie de pousser un petit peu la chose plus loin. En fait là on est plus dans l'exploration du petit peuple un peu facétieux. Très facétieux. Ouais, voilà. Très beaucoup de blagues. Un peu comme dans les légendes lui. du lutin du foyer qui planque une de tes chaussettes et c'est pour ça que tu n'en as plus qu'une. C'est ça. Ouais, voilà. Non, un peu plus vicieux quand même, un peu Et plus plus méchant, violent. et Oui. plus violent. Parce qu'on c'est est un des, truc on est des Gremlins avant tout, et on aime
même l'esprit que tu peux retrouver dans les films d'ailleurs de Gremlins, il y a même des références dedans. Enfin, c'est quand même, t'as ce côté un peu violent, quoi. C'est pas un jeu du tout petit peuple avec des lutins, tout ça, pas du tout, hein, pour le coup. Enfin, en tout cas, pas pour le moment, on se dirige pas du tout vers ça. Vous voulez votre exclusivité qu'on vous parle d'un autre projet? Ah bon, on vous écoute, hein. Peur. Rapidement, on arrive au terme de l'interview. Rapidement, allez-y. Allez, sans rentrer dans les détails, celui-là, il me tient à cœur. Je pense que Laetitia aussi. C'est un jeu de rôle à narration partagée qui se ferait avec un jeu de tarot divinatoire. J'en dis pas plus. Qu'est-ce qu'on pourrait apporter dans le milieu du jeu de rôle? Quel plus on pourrait avoir? Qu'est-ce qui serait bon pour le jeu de rôle? Je dirais en convention, lorsque l'on construit des archétypes prétirés, arrêter de sexualiser à mort les personnages féminins et de les stéréotyper autant. Moi, j'aimerais développer ce que j'ai commencé à développer, à faire des jeux de rôle à 50 personnes en même temps, à 100 personnes, à 1 million de personnes si un jour on y arrive et que chaque personne a une télécommande et dit oui ou non, etc. Ce serait toujours faire plus d'efforts pour sortir du cadre qu'on a déjà mis dans le jeu de rôle. Sortir du cadre et arrêter de se dire je suis en train de développer le jeu de rôle parce que j'ai fait jouer en convention des gens qui avaient jamais fait du jeu de rôle, en fait. Sortir de ça, arrêter de se dire que ça développe incroyablement le jeu de rôle et penser à d'autres choses comme Pierre a eu l'idée, mais s'attaquer peut-être aussi, comme je disais dans une autre interview, à pourquoi il n'y a pas de jeux dans les bibliothèques, comment on peut mettre les jeux dans les bibliothèques, pourquoi il n'y en a pas à la FNAC, pourquoi nanana, comment on peut faire ça, etc. Développer, mais pas juste en se disant j'ai fait jouer quelqu'un qui passait par là et dire bon c'est bon. Est-ce que vous pourriez nous conseiller 3 œuvres, jeu de rôle, un manga, un livre, une BD, un jeu vidéo? Les apprentis sortis. Voilà, l'autopromo c'est fait. Okay. Il y a tellement de choses. Les disques mondes de Terry Pratchett, Okay. Premier truc. Deuxième truc, les Tortues Ninja. Pourquoi pas, c'est très très bien les Tortues Ninja. Quelque chose d'assez qui date un petit peu, mais c'est comme ça que j'ai découvert le monde de la fantasy. ElfQuest de Wendy et Richard Pini. C'est bon, je sais qu'est-ce que je dois conseiller comme œuvre. C'est un jeu de rôle, Pirate, point d'exclamation. Vous le trouvez sur internet pour 3 €. Vous le commandez. Ça a été une claque. C'est un jeu de rôle amateur à la base, ça a été une vraie claque. Les règles sont expliquées en dialogue. Il y a le capitaine qui parle à son mousse et toutes les règles sont expliquées comme ça. J'ai jamais autant ri en lisant des règles en entière. Et ça a été une claque. Comment revoir le jeu de rôle autrement? Et en plus, c'est un amateur, quoi. Dernière question, un conseil aux joueurs, et dans le cadre du jeu de rôle, le MJ est un joueur aussi, donc un conseil aux joueurs, au MJ. Allez dans le sens de vos joueurs de temps en temps. Ne soyez pas juste un arbitre omniscient. Mais si vos joueurs font n'importe quoi, laissez-les faire n'importe quoi pendant 5 minutes. C'est pas grave en fait. Et puis en fait, au bout d'un moment, les joueurs ils vont d'eux-mêmes avoir envie d'aller jusqu'au bout de la quête. Et ne soyez pas frustrés parce que vos joueurs ont envie de rigoler et de faire n'importe quoi. Et ne les punissez pas pour ça. Les règles sont pas importantes. On peut créer ses propres règles. On peut décider de prendre un D6 et de juste faire un jeu de rôle avec ça. Donc l'important c'est ça. C'est de se dire que avec rien on peut faire un jeu de rôle. On n'est pas obligé de passer son temps à feuilleter un livre, même celui-là, pour comprendre qu'est-ce que c'est le jeu de rôle. Et surtout, dites-vous que c'est vos joueurs qui vont faire l'histoire. Si vous avez une histoire en tête, c'est très bien, mais laissez vos joueurs un petit peu vous surprendre. Sortir du cadre, en fait, toujours sortir du cadre, pas se dire oui, mais de toute façon je suis joueur et jamais je pourrais mener une partie, c'est difficile, ça a l'air difficile, tout ça c'est faux en fait, et c'était terriblement dommage parce que il y a plein de gens qui pourraient largement faire meneur de jeu et ils le font pas, ou pas tout le temps, parce que des fois il y a aussi la flemme.
Mais finalement, il passe, alors qu'il joue souvent, il passe à côté d'un aspect du jeu de rôle, et je trouve ça dommage, parce que c'est pas si difficile que ça. Parce qu'en fait, on croit que en tant que maître du jeu, on doit mener la partie, mais on n'a pas à parler la plupart du temps. Il suffit juste de dire vous êtes sur une île déserte, qu'est-ce que vous faites? Et là, laissez vos joueurs parler. Vous allez voir. Et maîtriser. Allez-y, lancez-vous dans la maîtrise. N'ayez pas peur de faire des bêtises et de vous planter, quoi. Parce qu'en fait, quand on peut se reposer aussi sur l'imagination des uns et des autres, et c'est pas grave, quoi, du coup. Puis même les joueurs, ils peuvent donner des fait conseils. de scénario pendant 3 heures, c'est pas grave. Les Apprentis Sorciers sera très bientôt dans tous les magasins spécialisés, Oui. bien sûr. Les Apprentis Sorciers a reçu le prix des auteurs de prototypes de jeux de rôle au festival 3D en Bretagne. Je voulais remercier, donc on arrive à la fin de cette interview, je voulais remercier donc la boutique JSST Jeux où on se trouve actuellement. Je voulais citer Thinkerview, qui est une chaîne YouTube dont je me suis inspiré pour construire ce type d'interview qu'on reproduira, mais le Graal est une association collaborative bien sûr, et donc peut-être d'autres formats d'interview seront proposés par des acolytes. On espère que vous allez nous suivre et qu'il y aura de l'enthousiasme. Pierre, Nicolas, Laetitia, merci. Merci. Merci à vous. Merci.